la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni, alliés de celle-ci, déclarent la guerre à l'Allemagne. Fidèle à sa stratégie défensive définie au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'état-major français déploie le plus gros de son armée le long des fortifications de la ligne Maginot, formidable ouvrage d'acier et de béton, réputé infranchissable. Le haut commandement est persuadé que l'Allemagne ne pourra supporter une guerre longue face aux 2 puissances alliées. Pendant 8 mois, les soldats français restent retranchés dans l'attente de l'ennemi. C'est la drôle de guerre. Désœuvrés, les soldats se démoralisent. Quant à la population, encore traumatisée par les carnages de 14-18, elle espère que la guerre n'aura pas lieu. Cette drôle de guerre prend fin le 10 mai 40, quand Hitler lance une offensive éclair d'une violence extraordinaire. La Wehrmacht envahit les Pays-Bas, la Belgique et pénètre en France. Les blindés de Guderian traversent la forêt des Ardennes, enfoncent le front français à Sedan, contournent la ligne Maginot et prennent à revers les troupes alliées qui se replient le 25 mai dans la poche de Dunkerque. 338 000 soldats réussissent à embarquer pour l'Angleterre, mais 160 000 restés sur les plages sont faits prisonniers. La surprise a été totale. En quelques semaines, la Blitzkrieg, l'action conjuguée des avions et blindés allemands, a démantelé les armées alliées. La violence des combats, la résistance désespérée des soldats impuissants à contenir l'armée allemande laisse sur le sol 92 000 Français tués et 200 000 blessés. Devant l'avance de la Wehrmacht, des régions entières se vident de leurs habitants. C'est l'exode. 8 millions de réfugiés fuyant vers le sud encombrent les routes mitraillées par la Luftwaffe. Le 10 juin, le gouvernement quitte la capitale. Le 14, les troupes allemandes entrent dans Paris et défilent en vainqueurs. Le drapeau à croix gammée flotte en haut de la tour Eiffel. À Bordeaux, où le gouvernement s'est replié, une polémique éclate. Le président du Conseil, Paul Reynaud, et le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, sont partisans de la poursuite des combats, alors que la majorité des membres du gouvernement, dont le maréchal Pétain, est favorable à l'arrêt définitif des hostilités. Soutenu par l'état-major qui veut éviter le déshonneur de la capitulation, les partisans de l'armistice l'emportent. Isolé, Paul Reynaud démissionne. Il est remplacé par le maréchal Pétain qui, le 17 juin, s'adresse aux Français. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le même jour, De Gaulle part pour Londres, d'où il lance le 18 juin son appel à continuer la lutte. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Cet appel passe inaperçu dans un pays abandonné en pleine débâcle. Pour les Français, seul le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, peut mettre un terme à ce désastre national.
Le 22 juin, l'armistice est signé à Rotonde, dans le wagon même où fut signé celui de 1918. Certaines clauses sont draconiennes. La France doit prendre en charge la totalité de l'entretien des troupes d'occupation. Elle voit son armée réduite à 100 000 hommes. Quant aux 1 800 000 prisonniers de guerre, ils resteront en Allemagne. Le territoire est coupé en deux par une ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée, administrée par la Wehrmacht, concentre les 2 tiers de la population. Au sud, la zone libre, où s'installe à Vichy le gouvernement Pétain. Profitant du désarroi des parlementaires, Pierre Laval, vice-président du Conseil, fait voter le 10 juillet 1940 par les 2 assemblées réunies à Vichy les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour modifier la Constitution. Le 11 juillet, l'État français remplace la Troisième République. À la fois chef du gouvernement et chef de l'État, Pétain met en place un régime autoritaire dont la première ambition est de construire une France nouvelle. C'est la Révolution nationale. La devise « Liberté, égalité, fraternité » est remplacée par « Travail, famille, patrie ». La Révolution nationale condamne les principes démocratiques de la Troisième République et remet à l'honneur les valeurs traditionnelles. Le travail de la terre, la famille nombreuse, la mère au foyer. Le maréchal Pétain fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité, servi par une propagande très active. Il confie aux anciens combattants de la Grande Guerre qui lui sont restés fidèles le soin de promouvoir les principes du régime. L'encadrement des jeunes, comme dans les chantiers de jeunesse, devient une priorité gouvernementale. La Révolution nationale se définit aussi par sa xénophobie et ses exclusions. Dès juillet 40, de nombreux étrangers sont internés. Les réfugiés allemands et autrichiens sont livrés à la Gestapo. 15 000 personnes, dont 6 000 juifs, se voient retirer la nationalité française. Par le statut des Juifs promulgué le 3 octobre 40, le gouvernement de Vichy limite le droit des Juifs français qui sont exclus de nombreuses professions. Leurs entreprises sont mises sous séquestre. Dès 1942, le commissariat aux questions juives diffuse une propagande antisémite des plus violentes. Le port de l'étoile jaune devient obligatoire. Les persécutions passent du stade de la politique d'exclusion à celle de la complicité criminelle avec les autorités allemandes. La police française participe aux arrestations des Juifs étrangers, comme à Paris, où le 16 juillet 42, 13 000 hommes, femmes et enfants sont arrêtés, rassemblés au vélodrome d'hiver, transférés à Drancy, puis livrés aux Allemands. Jusqu'au dernier convoi d'août 44, 76 000 Juifs français et étrangers seront déportés dans les camps de concentration nazis. Seuls 2500 survécurent. Par la poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire le 24 octobre 40, le gouvernement de Vichy montre qu'il accepte de collaborer avec l'ennemi afin que la France trouve sa place dans le nouvel ordre européen établi par une Allemagne victorieuse. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration qui prétend protéger les Français conduit à faire de plus en plus de concessions, allant jusqu'à devancer les désirs de l'occupant. La collaboration est d'abord militaire. L'amiral Darlan, qui a remplacé Laval en février 1941, met à la disposition du Troisième Reich des aérodromes et des bases navales situées dans l'Empire. Vichy apporte sa contribution à la lutte contre le bolchevisme et crée la Légion des volontaires français, la LVF, qui combat sous l'uniforme allemand. Laval, revenu au pouvoir en avril 1942 à la demande des Allemands, encourage le départ volontaire des travailleurs pour l'Allemagne. C'est la relève.
Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. Il met ainsi la main-d'œuvre française au service de l'industrie de guerre allemande. La collaboration d'État devient économique. Dès février 1943, à la demande de Sauckel, directeur de la main-d'œuvre allemande, Laval institue le service du travail obligatoire, le STO. Tous les jeunes gens en âge de faire leur service militaire iront travailler en Allemagne. La création de la milice de Darnand ne fera qu'amplifier la collaboration policière avec la Gestapo. En représailles au débarquement américain du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, les troupes de la Wehrmacht envahissent la zone libre. Pour ne pas tomber entre leurs mains, la flotte française, qui refuse également de rejoindre les Alliés, se saborde en rade de Toulon. Désormais, le régime de Vichy n'est plus qu'un auxiliaire des autorités allemandes. C'est à cette époque que les collaborationnistes, partisans d'un régime totalitaire à l'image du Troisième Reich, entrent au gouvernement. Parmi eux, le chef de la milice, Joseph Darnand, se verra confier plus tard l'administration, la justice et bien sûr la police. Ils sont proches des petits partis d'extrême droite, comme le Parti populaire français de Jacques Doriot, L'Angleterre est vaincue. ou le Rassemblement national populaire de Marcel Déat. Leur haine de la démocratie, du communisme, des Juifs et de l'Angleterre trouvent à s'exprimer sous la plume d'écrivains talentueux comme Brasillac ou Drieux-La Rochelle. Des industriels français, en mettant leur production au service des intérêts militaires et économiques allemands, réalisent d'énormes profits. Les Français, dans leur majorité, essaient tant bien que mal de vivre dans un pays entièrement occupé à partir de fin 1942. Les autorités allemandes, outre le paiement des indemnités pour l'entretien des troupes d'occupation, exigent une part importante de la production industrielle et agricole nationale. La pénurie devient générale. Elle conduit au rationnement de tous les produits de consommation, disponibles seulement au moyen de cartes et de tickets. Les Français, surtout en ville, sont sous-alimentés. Les jeunes présentent d'importantes carences en vitamines et en calcium. La tuberculose se développe rapidement. La mortalité infantile augmente. Devant les magasins, les queues sont interminables. Faute de charbon, il n'est plus possible de se chauffer. Le marché noir se développe. Les produits de substitution envahissent le quotidien. Le gazogène remplace l'essence, les chaussures ont des semelles en bois et en guise de pommes de terre, on mange des rutabagas. Les Français doivent surmonter la peur des contrôles policiers et de la Gestapo et attendent dans l'angoisse les sirènes annonçant les bombardements. Alors les citadins essaient de se distraire. Le cinéma a toute leur faveur. La production française est exceptionnelle, avec des films comme Les Visiteurs du soir de Marcel Carné et Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Au théâtre, on assiste à de grandes créations. Le Soulier de satin de Paul Claudel, La Reine morte d'Henri de Monterland. En littérature, les collaborationnistes tels que Drieux-La Rochelle, Céline et d'autres trouvent facilement à se faire publier à une époque où l'ensemble de la production culturelle est soumise à la censure. D'autres écrivains comme René Char ou Robert Desnos rejoignent la résistance. Vercors publie clandestinement Le silence de la mer aux éditions de Minuit en 1942. Paul Éluard publie ses poèmes dans les lettres françaises clandestines. Si l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle rencontre dans un premier temps peu d'écho, il constitue cependant l'acte de naissance de la résistance extérieure. La France libre, qui regroupe les 7000 Français, hommes et femmes venus rejoindre de Gaulle à Londres, est à l'origine des forces françaises libres, les FFL. De Gaulle s'efforce de doter la France libre des bases d'un État capable de rivaliser avec Vichy. Les FFL, auxquels se rallient des troupes de l'Empire colonial, luttent en Afrique puis en Italie, plaçant ainsi la France aux côtés des Alliés.
La résistance en France est à ses débuts isolée, diffuse. Elle se traduit en zone occupée par des actes de contre-propagande et de sabotage. L'organisation des mouvements y est plus difficile qu'en zone libre où plusieurs grands réseaux se développent. Libération en 1940, combat et francs-tireurs fin 41. À partir de juin 41, suite à l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, le Parti communiste rejoint la résistance. Un peu plus tard, l'occupation de la zone libre et l'instauration du STO favorisent l'organisation des premiers maquis. Sabotage, attentats, presse clandestine, opérations de renseignement, organisation de filières d'évasion constituent les principales actions de la résistance. Ces hommes et ces femmes issus de tous les milieux, de toutes les sensibilités politiques et religieuses, risquent la torture, l'exécution ou la déportation. Des étrangers comme les membres du groupe Manoukian n'hésitent pas à donner leur vie pour la France. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. La plupart de ces mouvements n'étant pas fédérés, De Gaulle envoie Jean Moulin en France pour les unifier. Le 27 mai 1943, il organise à Paris la première réunion clandestine du Conseil national de la Résistance, rassemblant les délégués des principaux mouvements. Jean Moulin est arrêté un mois plus tard par Klaus Barbie et mourra sous la torture. En juin 1943, le Comité français de libération nationale est créé à Alger. Le général de Gaulle s'impose à sa tête en dépit de l'opposition du président américain Roosevelt. Les communistes font leur entrée au comité qui devient en juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française qui sera reconnu définitivement par les Alliés le 23 octobre 1944. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La libération du territoire est engagée. Le débarquement en Normandie, puis celui en Provence le 15 août, sont soutenus par les actions de la résistance, dont les nombreux sabotages retardent l'arrivée des renforts allemands et facilitent l'avance des Alliés. Malgré les terribles représailles de la milice et des troupes allemandes, comme à Oradour-sur-Glane où la population est entièrement massacrée par la division SS Das Reich, une grande partie du territoire est libérée ou se libère. Le 19 août 1944, la capitale se couvre de barricades, s'insurge. Paris est libéré le 25 par la 2e DB de Leclerc, qui obtient la reddition sans condition de von Choltitz. Acclamé sur les Champs-Élysées par les Parisiens ivres de joie, le général de Gaulle impose rapidement l'autorité de l'État aux formations militaires de la résistance, aux pouvoirs locaux et notamment aux communistes. Cela lui permettra d'être reconnu par tous, début 1945, comme le chef du gouvernement légal de la France libérée. La libération, c'est l'heure des comptes. Les responsables de Vichy, les collaborateurs sont poursuivis. De juin à novembre 1944, alors que la guerre fait rage, on assiste à une épuration sauvage. Près de 9000 personnes sont exécutées sans jugement. Les victimes sont avant tout des miliciens et des collaborateurs notoires. Mais les débordements existent et on assiste à de véritables scènes de lynchage. À partir de novembre 1944, une épuration légale se met en place avec la création d'une haute cour de justice. 1500 personnes sont fusillées, 45 000 sont condamnées à des peines de prison. Parmi la centaine de dignitaires de Vichy, seuls 3 sont fusillés: Pierre Laval, Joseph Darnan et Fernand de Brinon. Pétain, condamné à mort, sera gracié par le général de Gaulle en raison de son grand âge. Il finira ses jours à l'Île-Dieu. La campagne de France a été longue et difficile. Strasbourg est libéré le 23 novembre 1944 par la 2e DB du général Leclerc, Colmar le 2 février 1945. Si la plupart des villes ont été libérées par les Alliés,
L'action conjuguée de la résistance et des forces françaises libres a été très importante. Et au moment où la guerre s'achève en Europe, avec la capitulation allemande le 8 mai 1945, la France est à la table des vainqueurs. Mais le pays est anéanti, meurtri, ruiné. Les pertes humaines sont énormes. 200 000 soldats français morts au combat, 400 000 civils disparus, des juifs et des déportés résistants massacrés dans les camps, des otages fusillés et les victimes des bombardements. Les combats et les bombardements ont touché tout le territoire. Des villes, des villages sont détruits. Les transports sont paralysés, la pénurie continue. Il faudra du temps, beaucoup de temps aux Français pour pardonner les trahisons, la délation, pour oublier les rancœurs et les haines. La période de Vichy continue encore aujourd'hui à hanter la mémoire des Français.